Ici Sylvain Lamarche et bienvenue à l'émission Justice citoyenne. Justice citoyenne est une émission qui appelle à la participation des citoyens et à l'intervention de multiples acteurs intervenants issus des organismes communautaires voués à la défense et à la promotion des droits dans le domaine du travail et dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, nous en sommes à la dernière émission de la saison et comme vous le savez, durant la saison, nous avons eu l'occasion d'avoir plusieurs invités qui sont venus traiter des sujets reliés aux droits de la santé et aux droits du travail. Nous avons cru, comme dernière émission, retenir certaines émissions qui ont suscité de l'intérêt et durant la saison, nous avons aussi appelé les citoyens à transmettre des courriels et des questions. Et nous avons retenu certaines questions qui pourraient éclaircir davantage et approfondir les questions qui ont été traitées lors de nos émissions. Nous allons revoir ensemble l'émission « Le protecteur du citoyen, santé et services sociaux », licenciement économique et vente d'entreprise, retraite forcée et harcèlement psychologique, et pour terminer, médias sociaux au travail et la cyberintimidation. On se souviendra que lors de la première émission, nous avions traité de la loi sur le protecteur du citoyen et nous avions comme invité un représentant du Centre d'assistance aux plaintes et d'accompagnement aux plaintes de Laval. Cet organisme visait à accompagner les personnes qui avaient des difficultés au niveau de santé et des services sociaux. Rappelons aussi que la loi sur le protecteur du citoyen, que toute personne des corporations ou associations qui estiment avoir été victime d'une erreur ou d'une injustice peut porter plainte. Le protecteur du citoyen dispose donc d'un pouvoir d'enquête et s'engage à agir de façon neutre et impartiale. Les organismes publics sont visés par cette loi de protecteur du citoyen. Et rappelons que la loi de protecteur du citoyen accorde des droits spécifiques aux citoyens lorsque l'administration publique rend une décision. On se rappellera que le droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable, le droit de fournir des renseignements pour compléter votre dossier lorsque vous faites une demande de permis, d'indemnité ou de prestation, et le droit de connaître les motifs du refus de votre demande d'indemnité ou de prestation. Rappelons également que le protecteur du citoyen ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte et qu'il n'existe seulement qu'un pouvoir de recommandation. Il peut intervenir également de sa propre initiative et effectuer des enquêtes sur des problématiques majeures. Ces recommandations visent à apporter des solutions en vue d'améliorer la qualité et l'accessibilité des soins et des services sociaux. Lorsque le protecteur du citoyen le juge opportun et dans le meilleur intérêt des citoyens, il propose donc des modifications au projet de loi et des règlements ou encore aux directives et politiques administratives. Rappelons également que le protecteur du citoyen n'interviendra pas lorsqu'un recours légal est exercé concernant les mêmes faits ou événements. Ce sont des questions qui nous ont été soulevées à l'effet que est-ce que je peux entreprendre des recours judiciaires en même temps que de procéder à une plainte auprès du protecteur du citoyen. Nous verrons un peu plus tard dans notre intervention qu'il existe des possibilités de recours en vertu du Code de procédure civile et qu'il existe aussi d'autres recours lorsqu'il s'agit de porter plainte contre des intervenants de la santé, que ce soit des médecins, des pharmaciens, des dentistes ou des professionnels du secteur de la santé. Pour avoir plus d'informations et des précisions concernant le cadre légal de la loi sur le protecteur du citoyen ainsi que les dispositions de la loi, vous pouvez revoir l'émission du protecteur du citoyen et aussi en ligne la capsule sur le protecteur du citoyen de justice citoyenne. Pour le moment, nous allons répondre à une question qui a été soulevée le plus souvent, c'est à quel moment et dans quelles circonstances peut-on loger plainte auprès du protecteur du citoyen? On se souviendra qu'il s'agit d'une erreur, d'injustice d'un ministère ou d'un organisme public. Donc, qu'est-ce qu'une erreur, une injustice ou un ministère d'organisme public? On comprendra que certaines sociétés d'État, telles que Hydro-Québec ou l'Auto-Québec, les municipalités, les commissions scolaires ou les institutions d'enseignement ne sont pas des organismes où le protecteur du citoyen a juridiction pour intervenir. Également, si une décision a été rendue par un tribunal administratif ou judiciaire, il n'y a pas lieu pour le protecteur du citoyen d'intervenir à ce niveau-là. Donc, il sera important de s'assurer de la juridiction de l'intervention du protecteur du citoyen. D'autre part, les éléments les plus importants sont souvent de regarder le délai à l'intérieur duquel les décisions de l'administration ont été rendues
et aussi d'obtenir des renseignements le plus rapidement possible auprès des organismes publics concernant les services qu'ils offrent. Et à partir de là, vous pouvez demander d'intervenir ou des conseils auprès du protecteur du citoyen pour vérifier si effectivement vous avez été victime d'injustice ou s'il y a eu une erreur de commise auprès des organismes communautaires. Les personnes victimes d'erreurs ou d'injustice pourront donc faire une plainte auprès du protecteur du citoyen et avoir l'accompagnement d'organismes dans le cheminement de leur plainte. Un élément important au niveau du protecteur du citoyen est les recours plus particuliers qui vont être faits en matière de services de santé et de services sociaux. Plusieurs personnes peuvent s'interroger sur le mandat du protecteur du citoyen et comment les mécanismes de plainte peuvent être mis en fonction auprès du protecteur du citoyen. Et nous tenons à rappeler et à souligner qu'il n'y a pas de juridiction du protecteur du citoyen lorsqu'il s'agit de se plaindre d'un pharmacien, d'un dentiste, d'un médecin ou d'un résident qui travaille en milieu hospitalier. Et il n'y a donc pas de compétence du protecteur du citoyen pour intervenir auprès des professionnels de la santé. Il est important de savoir aussi qu'en pareil cas, lorsqu'il s'agit de plaintes en matière de santé et de services sociaux, vous devez d'abord vous plaindre au commissaire aux plaintes et à la qualité des services de l'établissement auquel est rattaché le professionnel visé. Le commissaire verra transmettre votre plainte au médecin examinateur de l'établissement et si vous êtes en désaccord avec les conclusions du médecin examinateur, vous pouvez porter plainte au comité de révision du même établissement. Nous avons aussi eu l'occasion, lors des émissions, de traiter de licenciement économique et de vente d'entreprise et les droits des travailleurs en matière de congédiement lorsqu'il y a une vente d'entreprise. Rappelons qu'on avait l'organisme invité, était à ce moment-là l'organisme au bas de l'échelle qui voit à la promotion et à la défense des droits des salariés et qui est un organisme qui fournit de l'information et de l'accompagnement. Là aussi, des questions se sont posées relativement à la faillite de l'entreprise, relativement au recours qui pourrait être intenté lorsqu'il y a vente d'entreprise ou lorsqu'on force la démission des salariés au moment de la vente, soit par l'acquéreur ou soit par le vendeur, et aussi les modifications de tâches qui peuvent être émises ou transmises par le nouvel acquéreur. En matière de licenciement économique aussi, lorsqu'il y a licenciement économique, on a aussi parlé qu'on doit avoir véritablement à ce moment-là une preuve qu'il y a une restructuration économique de l'entreprise et ce qu'il n'y a pas nécessairement pour effet d'enlever le droit à recevoir une indemnité de départ, puisque dans certains cas, le licenciement économique était prévisible. Ainsi, la jurisprudence a établi que la mauvaise situation économique ne pouvait être une cause retenue comme une cause juste et suffisante pour empêcher le droit du salarié de recevoir son préavis prévu par la loi. Les mises à pied ou le licenciement économique du salarié ne devraient pas se faire donc de façon abusive ou discriminatoire. La jurisprudence aussi a indiqué que s'il est vrai que la situation économique puisse toucher à la fois les employeurs que les salariés, il n'en demeure pas moins que ce sont les salariés qui en souffrent davantage et on devra tenir compte de l'âge des salariés, de la recherche plus difficile de trouver un emploi, ainsi que du salaire et de la nature de l'emploi, de l'entreprise et du contexte du licenciement pour offrir le préavis et déterminer s'il s'agit d'un véritable licenciement économique. Lors d'abolition de poste, la Commission des relations de travail pourra donc se pencher sur les critères de sélection utilisés par l'employeur dans le choix de salariés licenciés afin de s'assurer que l'employeur n'aura pas utilisé de prétexte de la crise économique pour licencier le salarié et se débarrasser de ce dernier parce qu'il était devenu indésirable pour l'employeur. Les critères choisis par l'employeur devront donc être objectifs, impartiaux, non inspirés d'éléments subjectifs pour procéder à un congédiement déguisé. L'employeur devra aussi offrir la possibilité aux salariés d'occuper un autre poste dans l'entreprise s'il est disponible, considérant que le nombre d'années de service continu pourra permettre aux salariés de bénéficier au fil des ans d'une certaine sécurité d'emploi. L'employeur qui décide d'abolir un poste
d'un salarié devra d'abord l'offrir à ce dernier et la possibilité d'occuper un autre poste dans l'entreprise s'il est disponible. Dans une affaire assez récente, un employeur avait de façon délibérée et sans raison d'affaires affecté un salarié à un travail inutile et dégradant qu'il n'avait pour but que d'humilier le salarié et le forcer à démissionner. La décision de l'employeur de procéder à cette réaffectation en rétrogradant le salarié pourra constituer donc un congédiement déguisé, donc il faudrait analyser le motif sérieux. Aussi, un autre cas en matière de rétrogradation, il s'agissait d'un poste subalterne comportant des responsabilités moins importantes. Il a été décidé qu'il s'agissait de modifications unilatérales et substantielles des conditions de travail, malgré le fait que la salariée avait décidé de continuer à travailler puisqu'elle n'avait clairement indiqué à son employeur son désaccord. Il s'agissait alors d'un congédiement déguisé. Le licenciement économique pourrait donc considérer comme une cause juste et suffisante en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail, dans la mesure où l'employeur fait la démonstration de la relation entre les difficultés économiques de l'entreprise et la réorganisation administrative et le licenciement du salarié en justifiant le choix de ce dernier par une évaluation de critères objectifs et de bonne foi. En résumé, comme l'enseigne la jurisprudence, le terme congédiement comporte un sens large et devra recevoir en droit une interprétation large et libérale pouvant couvrir toute forme de terminaison d'emploi. Aussi, rappelons que la vente de l'entreprise ne constitue pas en soi une cause de rupture du lien d'emploi. Si le vendeur fait usage de son droit de résilier le contrat, il devra verser alors au salarié les indemnités auxquelles il a droit. L'acquéreur d'une entreprise devra démontrer une cause juste et suffisante pour ne pas réembaucher le salarié licencié par l'employeur cédant. Le fait de ne pas réembaucher un salarié pourrait équivaloir à un congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail, considérant l'article 97 de la Loi sur les normes du travail, qui prévoit la continuité de service d'une entreprise à l'autre. Il convient également de souligner que la jurisprudence a eu tendance à accorder un délai de congé plus long lorsque le salarié était âgé de plus de 40 ans, qu'il justifiait plusieurs années de service. Les circonstances de la fin d'emploi pourront aussi être considérées comme étant des circonstances particulières, comme le degré de formation, la responsabilité de la fonction, les conditions d'emploi, le marché de l'emploi, le domaine de l'expertise, l'abus de droit d'avoir agi de façon discriminatoire et de ne pas avoir donné un délai congé. Donc, les questions qui ont été soulevées lors de cette émission considéraient aussi la question de la faillite de l'entreprise. Donc, rappelons que la Loi sur les normes du travail comporte des dispositions relatives à certains changements qui surviennent à l'intérieur de l'entreprise, mais protège aussi les salariés en cas de faillite. Quand une entreprise fait faillite, le salarié doit entreprendre 3 démarches simultanément afin de tenter de récupérer les sommes qui lui seraient dues. La première démarche se fera au niveau de la Commission des normes du travail, qui a le pouvoir, à certaines conditions, de poursuivre les administrateurs d'une entreprise qui fait faillite. Le salarié qui se croit lésé peut déposer une plainte afin de percevoir le salaire, les indemnités de vacances ou les jours fériés, les absences, les congés pour raisons familiales, parentales, l'exception de l'avis de cessation d'emploi et de licenciement collectif. Pour que la commission puisse poursuivre les administrateurs, le salarié devra alors présenter une preuve de réclamation au syndic chargé de liquider les avoirs de l'entreprise en faillite. Nous avons également eu l'occasion, lors de la saison, de recevoir les invités de l'organisme Midi 40 ainsi que du groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail. Nous nous rappellerons que nous avions alors traité de la mise à la retraite obligatoire et des conditions de travail des travailleuses victimes d'intimidation et de harcèlement sexuel au travail. Des questions ont pu être posées sur la juridiction de la Commission des relations de travail, sur les pouvoirs d'octroyer des dommages moraux, ainsi que sur les problématiques qui pouvant être liées à des lésions professionnelles au niveau des pouvoirs de la Commission des lésions professionnelles. Nous avons également eu l'occasion de recevoir des questions relatives au pouvoir et au montant des dommages moraux qui pouvaient être accordés lors des recours intentés devant la Commission des relations de travail. Nous allons tenter d'y répondre dans cette section. Rappelons que la Loi sur les normes du travail prévoit des recours contre le harcèlement psychologique au travail.
que la définition de harcèlement psychologique retenue au Québec par le législateur est la suivante: une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou au physique du salarié et qui entraîne pour celui-ci un milieu de travail néfaste. Rappelons également que dans le cas d'un recours en cas de harcèlement psychologique, la plainte à la commission, en vertu de l'article 123.6, le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut adresser par écrit une plainte à la commission et une telle plainte peut aussi être adressée pour le compte d'un ou de plusieurs salariés qui y consentent par écrit par un organisme sans but lucratif de défense des droits des salariés. Le délai prévu à l'article 123.7 mentionne que toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposée dans les 90 jours de la dernière manifestation de cette conduite. Mentionnons également que l'article 123.16 de la Loi sur les normes du travail mentionne spécifiquement que les mesures de réparation suivantes peuvent être accordées: l'indemnité du salaire perdu, le versement de dommages et d'intérêts punitifs et moraux, ainsi que le financement d'un soutien psychologique. Il ne s'applique pas pour la période où le salarié est victime d'une lésion professionnelle. La Commission réservera alors sa décision sur les 3 mesures de réparation ci-haut mentionnées. En ce qui concerne la juridiction de la Commission des lésions professionnelles et la juridiction de la Commission des relations de travail, mentionnons que la Commission des relations de travail a mentionné dans une décision que le recours en cas de harcèlement psychologique n'est pas une action en responsabilité civile, mais constitue l'exercice d'un droit prévu par une loi qui est d'ordre public et que, dans les circonstances, la Commission des relations de travail demeure compétente sur les mesures de réparation visant la période débordant la lésion professionnelle. Mentionnons également qu'une procédure intentée devant la Commission des relations de travail devra donc être suspendue dans l'attente des résultats de la procédure intentée devant la Commission des lésions professionnelles avant d'accorder des dommages moraux et exemplaires, compte tenu de l'immunité accordée en vertu de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Au niveau de la question de l'octroi des dommages moraux ou exemplaires, les tribunaux accorderont, selon les circonstances et la preuve des dommages moraux pour abus de droit, atteinte à la réputation, humiliation, anxiété, traumatisme et autres troubles psychologiques. L'octroi des dommages exemplaires pourrait donc être accordé en vertu de l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui se lise comme suit: une atteinte illicite, un droit ou une liberté reconnue par la présente charte, confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation d'un préjudice moral ou matériel qui en résulte. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages d'intérêt punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder en valeur ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. L'octroi de dommages moraux s'appréciera donc en tenant compte de toutes les circonstances appropriées de l'affaire, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires en détenant un large pouvoir. Les tribunaux pourront qualifier d'atteinte illicite et intentionnelle lorsque les auteurs des propos et des actes discriminatoires ont un esprit qui dénote de la malice et une volonté de causer les conséquences de leur conduite. Enfin, une question s'est posée relativement au recours qui est prévu dans le cas de mise à la retraite et dans le cas de congédiement sans cause juste et suffisante. On se souviendra que la période de prescription pour entreprendre les plaintes au niveau de la Commission des normes du travail varie. Il faudra donc être vigilant et vérifier d'entreprendre un recours sans cause juste et suffisante, d'une part en vertu de l'article 124, et d'autre part, la clause prévoyant la plainte pour mise à la retraite prévoit qu'on doit avoir à ce moment-là un régime de retraite applicable sur les lieux de travail et à l'emploi. Donc, et le délai est de 90 jours, mais si le régime de retraite n'est pas applicable, à ce moment-là, vaudrait mieux se couvrir avec la plainte en vertu de l'article 124 pour congédiement sans cause juste et suffisante. Enfin, pour conclure l'émission d'aujourd'hui, nous avons un peu parlé du harcèlement psychologique et des recours ainsi que des dommages moraux qui pouvaient être accordés. Nous avons eu l'occasion, durant la saison, de traiter aussi des médias sociaux et de la possibilité de l'utilisation de la preuve issue des médias sociaux en milieu de travail. Des questions se sont posées également en matière de cyber-intimidation
pas seulement en question là, des étudiants, mais aussi au niveau du travail. Donc, est-ce qu'il y a des recours en matière de cyberintimidation au travail? Donc, résumons le propos au niveau de l'utilisation de la preuve provenant des médias sociaux. Rappelons que les tribunaux semblent considérer les médias sociaux comme Facebook comme relevant du domaine public et plus enclins maintenant à accueillir cette preuve et ces informations, même s'il pourrait avoir été obtenu de façon illicite. Il y aura lieu alors d'analyser le contexte de l'affaire, la pertinence de l'information obtenue et la possibilité d'obtenir autrement cette information pour ensuite en évaluer la force probante et si elle est admissible comme tout autre élément de preuve. Les informations contenues dans un document Word, les courriels, les photographies numériques constituent des informations pouvant être répertoriées dans des fichiers accessibles ou par l'utilisation de certains logiciels. Ces informations sont facilement accessibles et nous pouvons également les retracer sur l'historique de l'utilisation des fichiers et des CD. Les navigateurs Internet permettent donc de retracer la totalité des fichiers des sites Web par l'historique de navigation. Même lorsque ces informations ont été effacées par l'utilisateur, il existe une possibilité d'utiliser des logiciels spécialisés pour récupérer ces informations. Les services en ligne et la majorité des serveurs conservent une copie de l'information et de l'utilisation d'Internet. La loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information a fixé certaines balises permettant d'avoir accès aux informations contenues dans les ordinateurs, utilisés au bureau ou au portable personnel et contenant des informations qui peuvent être emmagasinées dans l'historique de navigation et la mémoire cachée du navigateur Web, ainsi qu'au contenu des pages hébergés sur les sites de réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, MySpace, LinkedIn, Instagram, Twitter, Vine, etc. Ces informations pourront être utilisées pour démontrer la faute et le motif sérieux d'un congédiement. Cependant, tel que le prévoient les articles 2832 et 2837 du Code civil du Québec et l'article 3 de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, le contenu des pages issues des médias sociaux serait donc admissible en preuve en démontrant son intégrité, sous réserve que son auteur, bien sûr, puisse être identifié. Les tribunaux reconnaissent donc le droit de l'employeur de vérifier le contenu des informations emmagasinées dans les ordinateurs en vertu de son droit de subordination, dans le respect du droit à la vie privée et dans le cadre du respect des lois et des valeurs démocratiques. Le droit de l'employeur de s'introduire dans la vie privée de l'employé doit être justifié par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables et proportionnels de façon à porter minimalement atteinte à son droit, au droit à la vie privée. L'employeur disposerait donc d'un droit de vérification des informations contenues dans les ordinateurs mis à la disposition des employés pour des fins de leur emploi. Lorsque l'accès au profil d'un individu aura lieu de façon illicite, en usurpant l'identité de celui-ci ou encore en devenant son ami au moyen de vol d'identité d'un tiers, le tribunal devrait rejeter tout élément de preuve ainsi obtenu, considérant que ces accès portent atteinte aux droits et libertés et que l'utilisation de cette preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Un phénomène nouveau survient également au travail, la cyberintimidation. Nous avons reçu quelques questions de salariés, de citoyens qui sont victimes de cyberintimidation au travail. La cyberintimidation comporte donc plusieurs aspects juridiques. Il est donc important que les recours puissent être exercés en matière de cyberintimidation. Le contenu intimidant peut se propager rapidement sur les réseaux et toucher un vaste public. La cyberintimidation pourra donc suivre la victime partout et en tout temps, quand elle est seule dans sa chambre, à la maison ou sur les lieux de travail. Il est donc important de pouvoir entreprendre des recours et de consulter rapidement si on est victime de cyberintimidation au travail ou dans le milieu privé, par l'intrusion non désirée d'individus dans la sphère privée. La cyberintimidation constitue un crime. Vous venez d'assister à la dernière émission de la saison de Justice citoyenne. Aujourd'hui, nous avons tenté de répondre à certaines questions qui auraient pu être soulevées dans le cadre de certaines émissions que vous avez eu l'occasion d'entendre durant la saison. Nous avons traité du sujet de la protecteur du citoyen, de licenciement économique, de vente d'entreprise, de mise à la retraite obligatoire, d'intimidation au travail et des médias sociaux. Nous tenons à remercier l'ensemble des intervenants et des organismes communautaires qui ont participé à l'émission au cours de cette saison. Nous vous invitons à être avec nous la saison prochaine pour d'autres émissions
traitant du droit de la santé et du droit du travail. N'oubliez pas que Justice citoyenne est une émission qui nous concerne tous. Nous serons donc là la saison prochaine. Portez-vous bien.